Mohammed le bien guidé, miséricorde pour toute l'humanité. Ya Mohammed, tu es le bien-aimé. À ta naissance, ou à toi prophète, les statues des Quraysh ont baissé la tête. Tu es venu et nous. Salam alaikum, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Donc, je suis très content de poursuivre ces émissions avec vous. Donc, pour rappeler les chiffres concernant ce thème sur l'économie, donc on sait qu'il y a 25% de la population pauvre du monde qui utilise plus des 3/4 de leurs revenus pour racheter des produits alimentaires. Alors qu'on a vu récemment le prix de certains produits agricoles exploser au même moment où le pouvoir d'achat des pauvres a diminué. Tout ça, ça crée de la famine, de la misère et des morts. D'accord, donc en fait on voit que le maximum de leur revenu, il est utilisé pour même pas pour leurs loisirs ou vacances, mais pour pouvoir se nourrir. Alors on va étudier maintenant dans le détail pour essayer d'expliquer cette crise, d'où elle vient et à quelle force est-ce qu'elle frappe. Alors est-ce qu'on a les vraies raisons de la crise, ou est-ce qu'on nous donne des éléments qui sont finalement que futiles et pas importants? Bien sûr, malheureusement, les médias actuels, ils nous présentent des fausses raisons pour expliquer la crise économique actuelle, et on va essayer d'en citer et d'en expliquer quelques-unes. Donc, tout d'abord, on nous fait croire qu'il n'y a plus de pétrole. Donc ça fait depuis des années, des dizaines d'années qu'on nous rabâche qu'il n'y a plus de pétrole, que les réserves sont vides, et ainsi cette rareté expliquerait le fait que les prix sont toujours en augmentation. Donc, alors justement, qu'en est-il? Alors est-ce que finalement le pétrole est rare, ou est-ce que il y en a suffisamment pour tout le monde? Cette raison, on pense, et même les spécialistes, les personnes qui sont sérieuses, elles disent clairement que c'est faux, puisqu'on n'a jamais extrait autant de pétrole depuis la découverte de cette ressource. On anticipe sur le fait qu'il n'y aurait plus de réserve dans 30 ans. Or, donc il y a 30 ans, on disait déjà la même chose. Donc pourtant, aujourd'hui, il y en a encore. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on nous explique que parce que le pétrole c'est quelque chose qui est très très important, surtout en Occident, pour faire tourner l'économie. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on nous dit que le pétrole est rare? Alors j'imagine que c'est pour essayer de maximiser les profits, ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est pour des raisons économiques. Tout cela c'est fait pour cacher le fait que les entreprises pétrolières, les banques, les multinationales, ils vont spéculer sur le prix du pétrole. Et ils vont faire des profits considérables. Pour expliquer et illustrer un peu ce que je viens de dire, on va prendre l'exemple de l'entreprise Total. En 2007, on sait qu'elle a eu 12 milliards d'euros de profit. Et entre janvier et mai 2008, 15 milliards d'euros. Et on peut voir que durant cette période-là, c'est là qu'il y a eu une augmentation du prix du baril. Donc c'est uniquement par rapport à la spéculation. On revient toujours au même problème. C'est ce problème économique qui est dû à la spéculation des multinationales qui n'hésitent pas à augmenter les prix à leur bon vouloir, en nous faisant expliquer, comme l'a très bien expliqué mon cher collègue, que le prix... le pétrole, il est toujours présent, et il nous fait croire qu'il n'y a plus de réserve, mais en fait c'est totalement faux, quoi. D'accord, alors tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Bien sûr, ouais, c'était juste pour dire que les États, malheureusement, ils profitent des taxes sur les produits pétroliers. À titre d'exemple, en France, 80% du prix de l'essence est dû aux taxes. Donc malheureusement, c'est toujours le particulier, les pauvres, qui subissent ces hausses, ces conséquences. D'accord, donc on voit que même l'État qui devrait normalement, qui a pour rôle d'aider sa population, finalement il trouve aussi son compte. Alors donc là on a parlé du fait que le pétrole soit rare, ce qui n'est pas vrai par rapport à ce que vous nous avez dit. Alors est-ce qu'il y a d'autres fausses raisons qu'on nous explique qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation de crise? Oui, il y a d'autres raisons. Il nous explique que les causes, elles sont également dues par rapport au réchauffement climatique ou à l'augmentation de la consommation de la Chine et de l'Inde. On sait très bien que ça, c'est du pipeau. Donc, on veut se poser d'autres questions. C'est quoi qui explique vraiment cette crise actuelle, en fait? Parce que se dire que les causes sont fausses et tout, donc on a très bien expliqué par rapport à la spéculation. En gros, on sait très bien que
l'augmentation des prix, ne serait-ce par l'exemple du pétrole, il est dû uniquement pour la spéculation. D'accord. Donc justement, par rapport à ce que tu dis, parce que là vous nous avez donné des fausses raisons qu'on nous donne pour nous expliquer que les prix doivent sans cesse augmenter, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation de crise parce qu'on n'arrive plus à suivre le rythme imposé. Alors justement, quelles vont être les vraies raisons de la crise, et que ce soit des causes qui sont plutôt récentes ou plus anciennes. Je vous laisse choisir l'ordre de votre intervention, mais quelles vont être les causes, les vraies causes de cette crise et de ces difficultés économiques? Une première cause qui est difficile, qu'on nous fait croire que c'est difficile de la comprendre, c'est tout simplement la dévaluation du dollar, ainsi que la spéculation, comme en a parlé Mohamed. Donc la dévaluation, c'est le fait que le prix du dollar diminue. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, en Europe, les banques, les grandes multinationales, elles se débarrassent aujourd'hui du dollar. Donc, depuis la crise de l'immobilier, donc on se souvient, c'était la crise des subprimes, ce qui a fait chuter le cours de cette monnaie, notamment par rapport à l'euro. Et aujourd'hui, cette monnaie, elle ne vaut plus rien. Donc, le dollar ne vaut plus rien. Et la question qui se pose, c'est quel est le lien entre la baisse du dollar et cette crise qui se manifeste par une augmentation des prix des matières premières, que ce soit le pétrole, etc. Alors justement, et des produits agricoles. D'accord. Alors justement, quel va être le lien entre ces deux choses? La réponse, elle est simple. Comme ce sont des grandes entreprises multinationales qui contrôlent ces prix, elles veulent préserver leurs marges, assurer leurs profits, leurs bénéfices. Et le moyen qu'ils ont trouvé pour assurer tout ça, c'est d'augmenter le prix de façon asymétrique. C'est-à-dire que les chiffres, ils montrent que le pourcentage de baisse de l'un, par exemple du dollar, correspond au pourcentage de hausse de l'autre, du pétrole. Donc on joue là-dessus. D'accord, donc en fait il y a un équilibre, mais quoi qu'il en soit, ces multinationales sortent entre guillemets toujours vainqueurs. Effectivement, donc le but de cette dévaluation du dollar, le fait de baisser le prix du dollar, il s'agit là de diminuer le coût des guerres menées par les États-Unis en Irak, en Afghanistan, et pour compenser leur forte consommation, parce qu'ils ont tendance à beaucoup gaspiller, quoi. Donc en fait, ils dépensent beaucoup en consommation, puis en même temps ils gaspillent à côté, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis sur qui est tout simplement gaspillé. Et aussi par rapport à cette notion de guerre, parce qu'une guerre ça coûte énormément cher, ça demande beaucoup de moyens, donc ils ont trouvé ce subterfuge pour diminuer et dévaluer le dollar, quoi. D'accord. Alors justement, tu nous parlais de spéculation. En fait, est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à s'arrêter, à se diminuer, ou au contraire à continuer d'être entre guillemets pervers? On avait déjà expliqué dans nos émissions précédentes que cette opération financière qui est la spéculation, donc qui consiste à profiter des fluctuations du marché, et qui, rappelons-le, est interdit par l'islam. Voilà, c'est interdit par l'islam. En fait, cette opération, elle a pour but de réaliser un bénéfice qui est à l'origine de la crise. En fait, il s'agit d'acheter d'énormes quantités de denrées à un certain prix, puis de le stocker pendant un certain temps, en attendant qu'il y ait une période de manque, pour ensuite la revendre sur le marché à des prix inabordables. Donc ça, c'est, comme tu l'as précisé, c'est interdit en islam, et normalement ça devrait être interdit tout court. D'accord, parce que à côté de ça, pendant que ces denrées sont stockées, il y a des gens qui ne mangent pas ou mangent très mal. Alors, est-ce que l'islam, déjà, tu nous as dit que c'était proscrit par l'islam, mais est-ce que l'islam va proposer quelque chose de différent et de plus équitable? Effectivement, les sociétés islamiques ont proposé, pour mettre fin à cette crise, notamment qui est due à l'origine de la spéculation, mais ils ont réfléchi à la question, ils ont proposé la constitution d'une organisation indépendante et puissante, mais qui régulerait équitablement le marché alimentaire mondial. C'est simplement par rapport au marché alimentaire. Et cette organisation, elle serait sous l'influence d'une puissance ou d'une entreprise, c'est-à-dire qu'elle serait vraiment indépendante. Il y a aucune, elle dépendrait pas de lobby ou bien de grosses multinationales ou d'un État puissant. Et par ce moyen-là, le marché alimentaire serait régulé de façon juste. Et cette organisation, elle fixerait les règles par rapport aux produits
de la production et de la consommation. Donc tous les pays obéissant à cet organisme, ils fixeraient les règles ensemble et personne ne serait lésé, quoi. D'accord, donc ça c'est quelque chose d'assez concret. Juste pour revenir une seconde sur ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport aux effets pervers de la spéculation, et puis justement le fait de stocker des denrées. Vous nous parliez tout à l'heure des biocarburants. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et en quoi est-ce que c'est quelque chose de négatif finalement? Bien sûr, l'islam est tout à fait catégorique sur le gaspillage. D'ailleurs, il y a des versets qui interdisent le gaspillage, qui est considéré comme un vice et de la provocation. Donc on avait déjà abordé ce sujet en invoquant le Coran. D'autre part, l'islam il propose de laisser les pays pauvres être autosuffisants. Donc autosuffisants d'un point de vue alimentaire et de ne pas leur imposer la culture de produits agricoles non vitales. Donc je m'explique, les pays en fait ils sont amenés à produire des produits exotiques destinés à l'exportation et à délaisser la culture vivrière. Tout cela c'est dans l'intérêt d'une minorité des grandes multinationales. Et par conséquent, certains pays pauvres, ils ont gaspillé malheureusement des milliers d'hectares pour produire des bananes ou autres. Donc, lorsque les prix ils ont explosé, ces fruits exotiques et d'autres productions d'exportation, et ils ne pouvaient pas nourrir la population parce qu'ils étaient destinés malheureusement à l'exportation et les produits les pays qui les produisaient ne bénéficiaient de rien du tout finalement. Rien du tout, voilà. D'accord, donc en quelque sorte ils nourrissaient les pays européens occidentaux, mais pendant le même temps en fait ils n'arrivaient pas à nourrir leur propre population. Voilà. D'accord. Donc maintenant on va poursuivre. On essayait d'expliquer les causes récentes de la crise. Alors est-ce que il y a des causes qui perdurent depuis plus longtemps à ces difficultés économiques? Bien sûr, il existe des causes anciennes qui ont permis aux pays, notamment occidentaux, aux États-Unis et à l'Europe, de pouvoir écoler leurs marchandises sur le marché mondial et sans subir la concurrence des autres pays pauvres. Et cette méthode-là, c'est la méthode des subventions, c'est-à-dire que les États, ils vont subventionner les agriculteurs et à travers cette technique-là, c'est pour assurer aux grands propriétaires le moyen de s'enrichir et de pouvoir écouler leur stock. Donc on subventionne les agriculteurs et non pas pour nourrir la population, mais simplement pour assurer des bénéfices aux grands propriétaires. Donc le principe il est simple, on leur paye un salaire plus élevé que dans les pays pauvres. Et malgré qu'il y ait une compétitivité faible par rapport aux pays du Sud, les pays occidentaux ils vont vendre leur maïs, leur sucre, leurs pommes de terre à des prix dérisoires dans le monde entier, quoi. Donc c'est des prix qui défient toute concurrence. Donc en quelque sorte il y a la règle de départ en fait. Enfin il y a quelque chose de déloyal dès le départ, quoi. Donc non seulement ils sont riches et ils ont beaucoup de moyens, mais en plus ils arrivent à brouiller les cartes ils arrivent quand même à brouiller les cartes en fait et assurer une pérennité à leur économie agricole. Mais par exemple, la situation est tellement aberrante que dans les pays du Sud, d'Afrique ou d'Amérique latine, malgré des coûts de production faibles par rapport à ce qu'on peut voir en Europe ou aux États-Unis, ils ne peuvent même pas rivaliser avec cette production subventionnée. Dans leur propre pays, ils ne peuvent pas vendre leur production puisqu'il devient trop cher. Donc pour illustrer ce système de subvention, on peut donner l'exemple suivant. La betterave à sucre, elle est subventionnée d'Europe à un coût moyen de production de plus du double que les exportateurs les plus efficaces du Brésil ou de la Zambie. C'est-à-dire elle est subventionnée du double, quoi. Pourtant, on voit que les prix pratiqués par les Européens sont beaucoup plus faibles. Donc on voit bien à travers cet exemple-là de subvention que les pays occidentaux, ils arrivent à quasiment à avoir le monopole sur la vente des produits alimentaires. Et cela est possible avec les énormes subventions, comme j'expliquais, et aussi les taxes douanières. Donc, qui font que les prix des betteraves venues du Brésil ou de la Zambie, elles deviennent plus chères de 140%. D'accord, très bien. Donc, on voit aussi qu'on vit à une heure. Enfin, non seulement les règles, elles sont déloyales, mais en plus, on voit de plus en plus des postes de budget pour les gouvernements qui sont très importants et qui finalement ne sont pas forcément les plus utiles. Je pense par exemple à la défense, à la guerre, etc.
Bien sûr, comme on dit en islam, chaque problème a une solution. Et, ce que propose l'islam face à cette crise, face à ce système de subvention, l'islam lui propose de réviser les tarifs, le système des tarifs et des subventions des produits alimentaires. Donc, en d'autres termes, il faut laisser le soin aux pays producteurs de fixer librement leur prix. Et d'autre part, les subventions qui sont attribuées, elles sont complètement inutiles. Je m'explique. Quand ils ont pour but de ne pas produire. Par exemple, on va payer des agriculteurs ou des éleveurs pour qu'ils diminuent ou stoppent leur production. Tout cela pour maintenir les prix à un certain niveau. Et ça, c'est complètement aberrant et condamnable. D'accord. Donc ça, c'était pour le petit plus par rapport aux subventions. Mais en ce qui concerne en fait l'augmentation des budgets militaires, par exemple. Oui, ben on sait que tous les pays ne sont pas en guerre. Et puis, est-ce que finalement, c'est aussi utile de dépenser autant pour quelque chose qui n'est pas forcément très utile sur le terrain tous les jours? Oui, effectivement, on a des preuves, des chiffres à l'appui. On sait que depuis 10 ans, dans tous les pays, les budgets militaires ont explosé, surtout aux États-Unis. Par exemple, la guerre en Irak, elle a coûté l'équivalent de $128 par habitant. C'est énorme, habitant de la planète. Quand on sait qu'il y en a qui vivent avec moins d'$1 par jour. Donc, c'est très concret. On voit bien que l'argent est gaspillé à des mauvaises fins, alors qu'on voit des gens qui meurent de faim et d'autres personnes qui gaspillent de l'argent pour aller faire la guerre. Parce que est-ce qu'on peut dire que dans le système islamique, il faut réguler en fait à chaque besoin, on met l'argent nécessaire finalement? Effectivement, l'islam a cette notion de justice et d'équilibre, non seulement dans les budgets pour faire en sorte que les gens vivent convenablement. Et donc, par rapport à ça, il faut utiliser une part convenable des dépenses alimentaires. Donc, il faut qu'il y ait un budget pour la défense, c'est tout à fait normal. Je dis bien un ministère de la défense, c'est-à-dire de se défendre, et pour les dépenses militaires. Et après, la production alimentaire, elle est aussi importante, et si on voit qu'il y a des difficultés par rapport à ça, l'État peut subventionner et aider les pauvres, comme on l'avait vu. D'accord, très bien. Donc je pense qu'on a fait le tour là de notre émission du jour, et puis de notre cycle consacré à l'économie. Donc on espère vous avoir apporté beaucoup de choses sur la conception de l'islam et de l'économie. Donc grosso modo, si je résume, c'est être équilibré, respecter le juste milieu, et puis ne pas favoriser une minorité par rapport à la majorité. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي